Opacité, influence souterraine, danger de santé publique. Après des mois d'enquête, le rapport sénatorial sur TikTok est sans appel. Il réclame la suppression, la suspension du réseau social en France et en Europe si des garanties ne sont pas apportées d'ici le 1er janvier 2024. Alors on va revenir sur ce qui est reproché au réseau social et puis nous débattrons en plateau des recommandations de ce rapport du Sénat. Mais d'abord, je vous propose de découvrir une toute nouvelle technologie, une innovation dans le monde des batteries qui va permettre à l'aviation d'être plus durable. C'est tout de suite l'interview dans Smart Tech. À la une de Smart Tech, je vous l'ai dit dans le sommaire, on va parler de TikTok, du réseau social sous les feux des projecteurs, menacé par une commission d'enquête sénatoriale de suspension dès le 1er janvier 2024. Est-ce que c'est une option plausible? Que reproche-t-on au réseau social et quelles sont les recommandations intéressantes? En tout cas, tout ça, on va en débattre avec des experts tout à l'heure. Mais d'abord, je propose qu'on démarre avec l'interview. Comme chaque jour, on va découvrir aujourd'hui une nouvelle batterie, une batterie innovante pour l'industrie aéronautique avec Florence Robin qui est connectée avec nous à distance. Bonjour Florence. Vous êtes la cofondatrice présidente de l'Imatech, donc start-up industrielle qui nous fait cette promesse d'une transition possible de l'aéronautique vers une industrie plus durable finalement. Alors, par rapport aux technologies de batterie traditionnelles, vous nous dites que vos batteries sont 3 fois plus légères, 2 fois et demi plus efficaces. Elles durent aussi 2 fois et demi plus longtemps que les anciennes techno plomb, acide et nickel cadmium. Quelle est cette rupture technologique que vous avez mise en œuvre et qui rend cela possible ? Alors effectivement, on fait des batteries qui sont 3 fois plus légères. Il faut savoir que le poids est très important dans l'aéronautique, qui est un secteur qui est à la chasse au gramme. Donc là, on peut faire gagner des kilos. Par exemple, 25 kilos sur un hélicoptère ou 120 kilos sur un Airbus A320, par exemple. Maintenant, on a développé une brique technologique dans la partie électronique de gestion de la batterie au lithium qui nous permet d'augmenter de 150% la densité de puissance de nos batteries. Donc, par exemple, concrètement, on arrive à faire 13 démarrages consécutifs sans avoir à recharger la batterie entre 2 démarrages, là où une autre batterie au lithium n'en fera que 5 de démarrage, ou là où une vieille technologie de batterie n'en fera que 3. Là, qu'est-ce qu'on voit à l'image à côté de vous ? Eh bien, c'est la batterie justement. Donc là, on voit le panneau d'affichage avec le bouton on-off, le bouton réchauffeur, les bornes plus et moins, le connecteur et les vents. Donc, vous nous dites aussi qu'elles sont capables de résister à des conditions environnementales très extrêmes, hein, puisque dans les avions, c'est le cas, température, vibration, compatibilité aussi électromagnétique. Et là, comment est-ce que vous avez travaillé sur ce sujet de la résistance ? Alors là, ça fait vraiment des années qu'on travaille là-dessus parce que dans l'aéronautique, il faut savoir qu'on est sur des cycles très longs. Il faut savoir que par rapport à un domaine automobile, dans l'aéronautique, il y a environ plus d'une quarantaine de tests haut niveau, alors que dans l'automobile, il n'y a que 9 tests haut niveau. Donc c'est ces fameux tests de vibration, choc, CEM, etc. Nous, ça fait 7 ans qu'on travaille sur le sujet, 7 ans qu'on teste la batterie de plusieurs manières différentes. Et on arrive vraiment à la fin. Aujourd'hui, on est dans une année charnière où on a terminé toute cette partie de test et qu'on commence la partie vraiment production et commercialisation. Également, vous dites qu'elle est plus fiable, plus précise. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Alors justement, ça c'est le brevet on a plusieurs brevets, mais il y en a un en particulier qui est beaucoup plus innovant, on va dire, que tous les autres qu'on ait pu déposer. Et c'est cette fameuse brique technologique qui nous permet à la fois d'augmenter de 150% la densité de puissance, mais c'est une brique techno où on a utilisé donc un seuil adaptatif, là où les autres batteries utilisent un seuil variable, fixe, pardon, un seuil fixe. Et c'est un seuil en fait qui permet de couper la batterie en cas d'événements redoutés qui sont du coup l'emballement thermique, hein, c'est quand la batterie monte en température. C'est aussi pour ça qu'on fait énormément de tests pour être sûr qu'il n'y ait pas cette montée en température qui peut entraîner des dégâts par la suite. Donc nous, ce seuil en fait qu'on a créé qui est vraiment adaptatif à toute la durée de vie de la batterie nous permet d'être en sécurité et en fiabilité vraiment sur les 10 années de longueur de vie de nos batteries. Et pourquoi ce choix du lithium ?
Alors, c'est un peu comme dans les autres secteurs, c'est-à-dire, l'automobile, on le voit bien, ou même la téléphonie, les ordinateurs, tout ce qui est, vieille techno. Donc pour rappel, c'est le plomb ou le cadmium qui pose des problèmes de toxicité puisque c'est des matières CMR, donc cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. On a tendance à venir, changer ces vieilles techno par du lithium qui, intrinsèquement, est 3 fois plus légère, qui est 2,5 fois plus long en termes de durée de vie, qui n'a pas d'effet mémoire, et cetera. Donc ça, c'est vraiment propre au lithium. Donc voilà, c'est une révolution qui se fait dans tous les secteurs. Alors pourquoi pas dans l'aéronautique? Aujourd'hui, ça se fait lentement parce que justement, il y a toutes ces problématiques de certification et, euh, et à cause de ces problèmes de flammabilité finalement. Et il vient d'où ce lithium? On n'a pas de problématique d'approvisionnement aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous, on est vraiment sur, on s'appelle un pacemaker ou un intégrateur. Donc on ne fabrique pas, on n'est pas des électrochimistes, on ne fabrique pas l'accumulateur, le lithium, donc ça, on l'achète. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'achetait essentiellement en Chine, enfin les usines sont en Chine, même si notre fabricant est plutôt en Europe, mais ces usines en Chine. Donc ça pose quand même un problème au niveau de la souveraineté, au niveau de l'Europe ou même de la France. Mais bon, la France et même l'Europe a une super réponse à ça, c'est qu'ils sont en train de monter plusieurs gigafactories de fabrication de ces accumulateurs un peu partout en Europe. Donc prochainement, je pense qu'on aura beaucoup plus de choix. Bon, et vous aussi, là, vous êtes en phase de construction, hein, puisque vous ouvrez une usine et vous nous dites que l'objectif à terme, c'est quand même 2 millions de tonnes de CO2 économisées d'ici à 2030. C'est énorme. C'est dans quel cas? C'est si toute l'aviation adopte votre technologie? Tout. Non, non, pas du tout. C'est vraiment dans le cadre de notre plan stratégique. Donc, c'est en seulement 5 années de commercialisation. Ça équivaut à, du coup, laissez-moi faire le calcul, 30 000 batteries. Donc, 30 000 avions équipés finalement. D'accord. Donc, non, on n'est vraiment pas sur l'intégralité de l'aéronautique et on parle de toute l'aéronautique confondue, hein, bien sûr. Donc oui, on est en train de monter notre première usine pour réussir ces objectifs de fabrication. Donc la première usine, elle est basée à Vorep, elle fait 1200 mètres carrés et elle pourra avoir 3 lignes de production d'ici 2030 qui fonctionneront et qui nous permettront de faire du coup ces 30 000 batteries annuelles. Très bien, avec des premiers contrats que vous avez signés, des premiers clients, vous pouvez citer peut-être? Oui, alors on est très content. D'ailleurs, on l'a annoncé au Bourget, donc le salon aéronautique là, à Paris, il y a quelques semaines. Donc, on a signé notre premier contrat de distribution avec un distributeur qui s'appelle OEM Services, qui est une joint venture entre Thales, Liebherr Thales, Liebherr et Safran et Diehl Aerospace. Merci beaucoup Florence Robin, donc cofondatrice et présidente de l'Imatec. On vous souhaite le meilleur pour ces nouvelles batteries innovantes. À suivre tout de suite, c'est notre grand débat autour de TikTok. Après des mois d'enquête, une commission sénatoriale a rendu son rapport sur la stratégie d'influence de TikTok. C'est un rapport sans appel, hein, on peut le dire. Les conclusions ont été présentées jeudi dernier. Alors, la France peut-elle suspendre le réseau social et puis même l'Europe, hein, c'est ce qui est demandé en tout cas dans ce rapport, si TikTok n'apporte pas un minimum de garantie. On va voir si c'est une éventualité plausible ou non. On va aussi revenir sur ce qui est reproché au réseau social et puis commenter, débattre même des recommandations qui y sont faites. Pour en parler, donc Tariq Krim est avec nous, fondateur de Cybernetica, nouveau think tank. On en discutera d'ailleurs tous les deux. Bonjour. Dans une autre séquence à suivre. Vous avez, vous, été auditionné par cette commission sénatoriale qui a été créée à l'initiative du groupe Les Indépendants, République et Territoires, présidé par Mickaël Vallet et dont le rapporteur était Claude Maluret. Comme ça, vous pourrez nous dire comment ça s'est passé de l'intérieur. Est-ce que vous pensez au final de la remise de ce rapport? Estelle Prin également en plateau avec nous, fondatrice de l'Observatoire des semi-conducteurs. Vous êtes consultante en intelligence économique, spécialiste de la géopolitique de la Chine et puis plus spécialement de la politique étrangère et des relations de rivalité systémique avec les États-Unis. Comme ça, vous pourrez nous apporter, vous, votre regard sur cette guerre géopolitique hein, au milieu de laquelle nous sommes, nous, finalement, les Européens. Avec nous également, mais à distance, Charles Thibault, chercheur associé à l'IRIS,
Institut de Relations internationales et stratégiques. Vos principaux thèmes de recherche, Charles, portent sur la position des firmes transnationales numériques dans les champs du pouvoir, le rôle des technologies émergentes dans les relations internationales, et vous conseillez à ce titre le Centre d'analyse, de prévision et de stratégie du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères sur ces sujets. Alors, première question que j'ai envie de vous poser en introduction. Que nous dit cette commission sénatoriale? Il nous faut nous départir de notre naïveté envers les risques posés aux démocraties par les guerres hybrides des dictatures. Tariq, sommes-nous naïfs vis-à-vis de TikTok? Vis-à-vis de TikTok et vis-à-vis des réseaux sociaux, je pense qu'on a sous-estimé le fait qu'on était... Au départ, on a vu ça essentiellement comme un outil. Et c'est vrai qu'avant qu'on utilise un téléphone mobile, c'est-à-dire quand les réseaux sociaux étaient sur des ordinateurs, c'était plutôt simple, agréable, c'était même très positif. Et il y a, à mon avis, 3 choses qu'on a sous-estimées. La première, c'est que quand le mobile est arrivé et quand on a eu la combinaison du mobile et des réseaux sociaux, et donc là, je ne parle pas que de TikTok, je parle véritablement de toutes les plateformes, Oui. quelque chose a changé. C'est-à-dire qu'avant, on était devant son ordinateur, on pouvait... chatter avec des amis, il y avait Friendster, les débuts de MySpace et de Facebook, et on pouvait quitter, donc on était en contrôle. Au moment où on a un téléphone mobile, le réseau social prend contrôle de notre vie, définit... Parce qu'il est toujours avec nous? Parce qu'il est toujours avec nous. À cause des notifications? À cause de cette erreur, à mon avis, tragique d'Apple d'avoir mis en avant les notifications, qui sont devenues l'outil qui permettait aux applications de dire « et j'existe », et donc qui ont été utilisés par les gens du marketing essentiellement, non pas pour faire des notifications intelligentes, mais pour... On se rappelle une époque où on n'arrivait plus à gérer ça. Et donc ça, c'est la première chose, c'est que le mobile a rendu, en fait, a eu un impact assez négatif. On le voit aujourd'hui chez les jeunes adultes, chez les adolescentes surtout. On se rend compte qu'à partir de 2015, le mobile a complètement détruit le psyché des utilisateurs, il ne faut pas oublier que... Donc on a manqué de vigilance. Mais est-ce qu'on a été naïf en particulier vis-à-vis de TikTok? Est-ce qu'on l'est encore aujourd'hui? Alors, 2014, 2015, 2016, c'est le début de l'utilisation des réseaux sociaux à des fins géopolitiques. D'ailleurs, tout avait été écrit par Gerasimov, qui a fait la fameuse doctrine Gerasimov, qui est une doctrine de guerre hybride, qui est utilisée aujourd'hui avec Wagner contre les forces françaises en Afrique, qui a été utilisée en Estonie, qui a été utilisée en Ukraine la première fois et la deuxième fois. Et d'une certaine manière, ces outils peuvent être utilisés dans des pays comme la France, où on utilise à la fois de la manipulation de réseaux sociaux, on l'a vu avec Cambridge Analytica, on l'a vu avec toutes ces techniques. Ces techniques sont non seulement prouvées, mais... Donc on l'a vu, mais quoi? On n'a pas agi. Voilà, et donc le problème, c'est qu'a-t-on été naïf? Je ne sais pas, je pense que tout le monde sait que ces choses se font depuis longtemps. On en a parlé d'ailleurs quand j'étais au Sénat. La question, c'est qu'on n'a pas fait grand-chose. Estelle, cette question de TikTok, elle pose la question plus large de la France au milieu de cette guerre entre les États-Unis et la Chine. C'est là où peut-être on pêche par naïveté? Alors, c'est vrai que la France et puis l'Europe aussi, plus généralement, elle est prise entre deux feux, entre les États-Unis et la Chine. Et ces deux puissances économiques se font une guerre technologique. Donc, effectivement, le patron de TikTok, par exemple, a été auditionné aux États-Unis. Et cette audition avait été difficile pour lui. Donc, on voit bien que effectivement la France et l'Europe se retrouvent un petit peu au milieu de cette guerre technologique. Puis l'influence de TikTok, elle est partout. Elle est en France, elle est en Europe, elle est aux États-Unis et elle est en Chine, bien sûr. Question pour vous, Charles, toujours dans la même idée. Est-ce qu'on est en proie justement à ces guerres hybrides? C'est quoi? C'est une guerre cognitive en fait qui serait menée par la Chine? Oui, tout à fait. Mais ça a toujours été, en fait. C'est simplement les outils qui ont changé et la dimension du conflit qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, tout outil technologique devient potentiellement un outil d'opération d'influence. Mais ce n'est pas propre à la Chine, évidemment. Les États-Unis ont été des leaders dans le domaine, et ce depuis, disons, depuis la Seconde Guerre mondiale, en fait, avec un net accroissement de leur capacité pendant la guerre du Vietnam.
Et puis, il ne faut pas oublier non plus que nous, Français, faisons exactement la même chose. Enfin, essayons de faire la même chose. Le problème, c'est qu'on n'a pas les outils, on n'a pas notamment les réseaux sociaux avec nous pour le faire de façon assez simple, ce qui pose d'ailleurs de gros problèmes au commandement de la cyberdéfense, qui est obligé aujourd'hui de nouer des partenariats un peu contre nature avec les grandes entreprises technologiques. Alors, chinoises, pas tellement, parce que vous avez bien compris que les relations étaient un peu tendues ces derniers temps, mais avec les GAFAM. Et c'est pas du tout propre à la Chine. Pour répondre rapidement en fait à ce que vous avez évoqué juste avant, je crois que le problème principal, c'est que nos dirigeants politiques et administratifs n'ont aucune culture politique, aucune culture numérique, pardon, Eh oui. pardon pour ce lapsus. Ouais. Ils sont, voilà, et regardez, il y a encore quelques temps, vous aviez des ministres, un président de la République qui s'affichait sur TikTok et ça ne posait pas a priori de problème, alors que les questions, les préoccupations étaient déjà existantes. Donc voilà, ce qui change fondamentalement, c'est la place de la Chine sur la scène internationale. Et la Chine devient de plus en plus un ennemi désigné, alors qu'auparavant, c'était un adversaire, à la fois un adversaire et un partenaire commercial. Alors, ce rapport a pour titre la tactique de TikTok, opacité, addiction et ombre chinoise. C'est un bon résumé, Tariq? Je crois que il ne faut pas oublier aussi que TikTok a réussi à faire ce qu'aucune entreprise européenne a fait, c'est-à-dire s'imposer comme la plateforme média la plus importante dans le monde occidental. N'oublions pas que TikTok tourne sur le système d'Apple et donc sur le système de Google. Donc, ce que j'ai dit d'ailleurs au Sénat, c'est que je ne pense pas que le problème de TikTok soit essentiellement lié à la collecte de données privées, mais plutôt au fait que c'est une éditorialisation qui est gérée par un État étranger. Mais c'est avant tout une success story énorme. On parle de 12 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière. On va probablement vers 20 milliards cette année. Donc, c'est une cash machine. C'est d'ailleurs pour ça que Trump, à l'époque, a dit on va vous le racheter, ou on va faire une alliance contre nature. D'ailleurs, on parlait de Walmart, on parlait de Oracle à l'époque, pour le récupérer. Et en fait, d'une certaine manière, c'est vrai que TikTok a réussi un coup magistral. Maintenant, la question qui se pose et qui est une question à laquelle nous n'avons pas répondu, parce que quand Charles parle du manque de culture technologique, je crois aussi que nos politiques n'ont aucune culture business technologique, c'est-à-dire qu'ils n'ont absolument pas compris les intérêts, les enjeux, à la fois en termes commerciaux. Je mets de côté la partie géopolitique et manipulation. Et donc, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière ça, on pourrait presque paraphraser ce qu'Obama disait à propos des Européens, c'est vous voulez toujours réguler parce que tout d'abord, vous êtes jaloux. Et c'est vrai que d'une certaine manière, on peut se dire que les Chinois ont réussi un coup magistral. Alors, dans le rapport, on parle de liens cachés mais persistants entre TikTok et la Chine. Est-ce que, oui, quand on est une entreprise détenue par une maison mère qui s'appelle ByteDance, de toute façon, on ne peut pas échapper à un contrôle des autorités chinoises? Alors effectivement, hein, c'est vraiment le cas. Le régime chinois contrôle énormément l'économie et plus globalement la société. Ça, c'est propre tout particulièrement à la présidence de Xi Jinping, hein, qui a accentué en fait les différents moyens, les différents outils que le pouvoir politique et donc le parti chinois possède. Et aussi, c'est inscrit dans la loi. Et ça, il faut le rappeler, c'est-à-dire qu'il y a obligation par toute entité chinoise et tout citoyen chinois, si jamais il lui est demandé, par exemple, des informations sur un individu en particulier, eh bien, il a obligation par la loi chinoise de donner ces informations à l'État et au gouvernement chinois. Charles Thibault, alors parce que ce que répond TikTok et ByteDance, c'est nous, notre siège social, il est aux îles Caïmans, donc on n'est pas en Chine. Sauf que derrière, il y a évidemment un fonds d'investissement chinois, que le fondateur est toujours très présent et a des pouvoirs fort importants au sein de l'entreprise. Donc oui, TikTok est intimement lié aux autorités chinoises, selon vous également ? Ah oui, sans aucun doute, effectivement, comme ça vient d'être dit précédemment, il y a tout un certain nombre, alors d'une part, complètement lié à l'État chinois, il y a des partenariats avec notamment le ministère de la Sécurité publique, et alors pour être tout à fait précis, le bureau presse et propagande de la sécurité publique qui sont noués avec TikTok, notamment pour la propagande dans le pays, mais aussi à l'extérieur du pays.
Pour rappel, hein, simplement, le ministère de la Sécurité publique, ce ne sont pas de joyeux lurons, hein, c'est le ministère qui est notamment en charge de la lutte contre les opposants politiques, qui est en charge du fichage de la population, et puis qui est aussi en charge, accessoirement, de la gestion des camps de concentration, les laogai. C'est aussi, voilà, et ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que comme n'importe quelle entité chinoise, ça vient d'être dit, hein, mais il faut effectivement le marteler, comme n'importe quelle entité chinoise, ByteDance, en fait, est astreint à un certain nombre d'obligations, notamment donc, la loi sur l'espionnage de 2017 qui impose effectivement de coopérer avec les organisations de sécurité et notamment les services de renseignement, la loi sur le contre-espionnage qui oblige à donner toute information à ces services, et ce, que l'on soit en Chine ou hors de Chine. Et puis, il ne faut pas oublier que chez ByteDance, mais comme dans n'importe quelle organisation de cette taille, vous avez un comité du Parti communiste chinois qui est là, qui est présent et qui est chargé en fait de vérifier que l'entreprise se conforme aux lignes directrices du parti et à l'idéologie officielle du parti. Je veux dire, dans ces conditions-là, il ne faut pas non plus se leurrer, hein. C'est effectivement une entreprise qui est affiliée à l'État. Simplement, si on veut aller un petit peu dans la nuance, il faut comprendre que l'État chinois, même s'il nous paraît comme ça de prime abord, ce n'est pas un monolithe. Il y a des fractions en lutte à l'intérieur, des fractions plus nationalistes et d'autres plus libérales. Et c'est ce qui fait que les positions de Biden ne sont pas toujours aussi claires. Alors, je voulais qu'on avance un peu dans ce qui est reproché à TikTok dans ce rapport. Vous l'avez évoqué, Charles, il y a la question de l'extraterritorialité des données avec une collecte de données visiblement faramineuse sur le réseau social et très opaque, quand on ne sait pas grand-chose finalement. Oui, on pourrait dire la même chose des plateformes américaines. C'est l'opacité et par définition le modèle d'affaires des réseaux sociaux. Mais c'est très peu. Alors là, Facebook, c'est récemment, je ne sais pas si tu as vu, a publié des petites fiches pour expliquer la manière dont certains de ces algorithmes fonctionnent. C'est absolument extraordinaire parce qu'on découvre des choses. Ils ont fait un travail assez poussé, il faut le dire. Et c'est vrai qu'effectivement... Oui, alors la différence peut-être, c'est que Facebook, par exemple, écope d'amendes assez lourdes là, ces derniers temps, jusqu'à plus d'1 milliard d'euros en Europe. En revanche, TikTok est plutôt épargné jusqu'ici. Je pense que déjà, un TikTok est passé entre les gouttes de la régulation. Je pense que la Commission européenne, malheureusement, et c'est moi ce qui m'attriste depuis des années, ne fait que copier les États-Unis. On attaque Microsoft dans les années 90, on attaque Microsoft dans les années 90, on veut interdire TikTok aux États-Unis, on va commencer à parler de ça. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, l'une des forces de TikTok, il y en a plusieurs, mais l'une des forces de TikTok, c'est qu'elle ne propose qu'un type de produit, un format, sur un type d'outil, en fait essentiellement le mobile, et que comme les vidéos sont extrêmement courtes, elles font 50 secondes, ça veut dire que quand on est sur YouTube et qu'on regarde une vidéo de 30 minutes, puis une vidéo d'1 heure, puisqu'en général les vidéos sont assez longues, elles ont tendance maintenant à se raccourcir depuis TikTok, mais au départ elles étaient assez longues, l'algorithme ne peut analyser, par exemple en 2 heures de consultation, on va dire que 10 vidéos sur YouTube, quand il en a réalisé presque une centaine, voire 150 sur TikTok. Et donc le fait que l'on puisse très rapidement voir les vidéos qui nous intéressent permet à l'outil d'IA qui va nous présenter les prochaines vidéos d'être beaucoup plus fin. Oui. Mais autre chose qui est fascinant avec TikTok, c'est que quand on n'aime pas quelque chose, on lève le pouce et on fait monter la vidéo. Et donc instantanément, on est capable de dire à TikTok, ça j'aime pas, ça m'intéresse pas. Et donc en fait, les outils, les données d'affinage de l'algorithme sont tellement précises. Et puis après, on est aussi sur une cible de très jeunes en général, donc des gens qui sont hyper réactifs. Et donc la combinaison de ces trois choses... 63% des Français de 12 ans sont sur TikTok. Bon, alors que c'est censé être interdit aux moins de 13 ans. Oui, ça c'est sûr. Mais aux États-Unis, il y a des adolescents et des jeunes adultes qui préfèrent garder TikTok que Netflix, Amazon Prime et tous les autres services de streaming. Ouais. Donc en fait, on est sur un produit ultra addictif et qui pose la question de la direction éditoriale, mais on en parlera après, j'imagine. Il suffit de 40 minutes aussi pour être exposé à de fausses informations sur TikTok. 90% des contenus de désinformation passent entre les mailles du filet de TikTok, alors qu'on est sur 20% pour Facebook. On a aussi un problème de désinformation. Quand on met tout ça sur la table, Estelle, ça veut dire qu'on entre, nous aussi, ça y est, la France, l'Europe, dans une guerre contre la Chine ? Alors,
On passe une étape ? Oui, peut-être. Bon, TikTok, c'est vraiment lié à la France, mais c'est vrai que dernièrement, en fait, c'est aussi l'épidémie, la pandémie de Covid-19 qui a beaucoup modifié le regard des Européens et des membres de l'Union européenne sur la Chine. Donc là, il y a vraiment eu un changement radical, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la politique de l'Union européenne est en train de changer vis-à-vis de la Chine. Il y avait des choses qui étaient en préparation avant le Covid-19, par exemple un accord éventuel sur les investissements, et ça a été gelé après le Covid-19, et c'est complètement maintenant laissé de côté. Et les décisions qui sont prises par l'Union européenne aujourd'hui, c'est plutôt d'essayer de se protéger contre l'arrivée de produits chinois. Alors, il y a eu les panneaux solaires précédemment, et maintenant, c'est les véhicules électriques. Donc, il y a cette concurrence très, très importante de la part d'entreprises chinoises. Et c'est vrai que la politique de l'Union européenne a changé par rapport à cette situation. Charles, oui. Très rapidement, parce que je crois que c'est un point important que j'avais rappelé au Sénat. Dans la bataille entre les États-Unis et la Chine, il y a une chose qui est très claire, c'est que les États-Unis empêchent la Chine d'exporter des produits à forte valeur ajoutée. D'une certaine manière, cette guerre, elle s'est focalisée là-dessus. Sur trois choses. D'abord, les bornes 5G. Huawei et ZTE ont été interdits quasiment dans tous les pays occidentaux. La deuxième, c'est TikTok, qui aujourd'hui est un produit d'export. Et la troisième, on verra en ce moment, il y a des discussions sur la voiture électrique. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi un succès commercial dont la Chine a besoin. Elle a besoin de faire travailler son élite informatique et de lui donner les moyens de montrer qu'elle sert à quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a cet aspect qui fait que la Chine a aussi besoin que TikTok marche. C'est pour ça qu'ils sont parfois prêts à faire des concessions. Alors justement, cette question de Huawei, je voulais la poser aussi à Charles Thibault, parce que le Sénat se pose la question de la nécessité de mettre à l'index TikTok comme on l'a fait avec Huawei. Sauf que Huawei est finalement très présent encore en France, Charles. Oui, tout à fait. Mais je crois que Tariq pourra en parler beaucoup mieux que moi, mais ça me paraît quand même extrêmement difficile en fait de suspendre TikTok ou n'importe quel réseau social. Je pense qu'il y a beaucoup de bluff en fait de la part de nos responsables politiques à cet égard, parce que moi, Tariq le dira mieux que moi, mais je vois deux manières en fait de bannir TikTok ou n'importe quel réseau. C'est le blocage DNS ou le blocage d'adresse IP, et sauf que ça crée des effets de bord assez monstrueux qui provoqueraient des remous tels que j'imagine mal nos grands opérateurs dire à l'État allez-y, il n'y a aucun problème, ça va passer. Mais là, je préférerais que nos interlocuteurs là puissent. On a bien bloqué des réseaux proches de la Russie. Oui, mais c'est pas tout à fait impossible. Si on veut bloquer TikTok, en tout cas, c'est ce qui est pensé aux États-Unis, on va demander à Apple et à Google, leur dire de manière administrative, vous sortez l'application des App Store. Ouais. Le problème, c'est que, comme l'a très bien dit Charles, les politiques adorent être sur TikTok, parce que c'est aussi là où on fait de l'audience. Donc, on est face à une sorte d'ambivalence par rapport à ça, qui est un peu compliquée. Et Estelle, selon vous, ce bluff, ça peut fonctionner avec la Chine ? Plus difficilement, je dirais, parce que les relations sont pas très bonnes entre la France et l'Union européenne plutôt et la Chine. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut bien avoir en tête aussi, et par rapport à toute décision politique, donc ça peut être sur TikTok ou sur une autre, c'est que la Chine, maintenant, le gouvernement chinois réagit et utilise des mesures de représailles économiques. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau, ça se voit. On peut s'attendre à des représailles après une prise de position comme celle-ci ? C'est possible. Il y a quelques années, le gouvernement chinois n'utilisait pas l'outil de représailles vis-à-vis de partenaires. Maintenant, c'est le cas. C'est le cas vis-à-vis des États-Unis, c'est le cas vis-à-vis aussi de certains pays asiatiques. Par exemple, dernièrement, il y a l'exportation de 2 terres rares donc, qui est mise sous contrôle d'exportation. Donc, à partir du 1er août, la Chine va limiter, si elle le souhaite, l'exportation de gallium et aussi d'une autre terre rare. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est vraiment impactant au niveau économique. Et on peut s'attendre à d'autres types de mesures assez identiques. Donc les rapports
avec la Chine. En tout cas, il faut s'attendre, pour les décideurs politiques, à ce genre de représailles très, très ciblées. Charles Thibault, on arrive à la fin de ce débat sur cette plausible ou non suspension de TikTok. Bon, on a quand même vu autour de la table qu'on n'y croyait pas trop. Tout de même, tout ce qui est amené, comme tout ce qui est mis sur la table là, comme reproche vis-à-vis du réseau social, on ne va pas balayer ça d'un revers de main. Quelles sont les recommandations qui vous sembleraient, vous, essentielles ? Oh là là, je me garderais bien de faire des recommandations. Je suis sans doute pas du tout compétent pour ça. Mais est-ce Moi, que vous en avez trouvé peut-être, Charles, dans le rapport qui vous semble intéressante ? Non, non, pour moi, si vous voulez, il y a un problème. Non. Il y a un problème, il y a un problème fondamental avec cette question. C'est pourquoi en France, en particulier aujourd'hui, on s'intéresse tant aux réseaux sociaux. Parce qu'on parle de TikTok, évidemment, il y a une commission dessus, mais tous les autres sont sur la sellette. Ouais. C'est parce que vous avez depuis notamment 2018, avec les Gilets jaunes, des tensions séditieuses, insurrectionnelles qui parcourent la société française et qui aujourd'hui font peur aux responsables politiques, et peut-être à raison. Et depuis ce moment-là, et ça a commencé un petit peu avant, vous avez véritablement une tentative de contrôle de plus en plus assumée de la part des responsables politiques vis-à-vis du contenu éditorial, des modes de censure, des grandes plateformes. Et à mon sens, là, on joue un jeu dangereux parce qu'on tend insensiblement à s'aligner avec des méthodes qui ont cours habituellement dans des États autoritaires. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun problème, bien évidemment, je ne dis pas non plus que nous sommes en Chine ou en Russie, mais il y a une tendance qui me semble inquiétante et qui mériterait sans doute de prendre avec plus de précaution ce problème et pas réagir de façon épidermique comme on le fait trop habituellement dans nos démocraties. Tariq, je te vois opiner du chef. Un mot de conclusion rapidement. Oui, mais je pense que le vrai sujet sur TikTok, c'est pas les données personnelles, c'est le contrôle éditorial. Ce que la France dit, c'est ce que les États-Unis veulent également, c'est dire on veut le contrôle éditorial de TikTok. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a un organisme, l'ARCOM, qui est en charge de la régulation des réseaux sociaux, qui se verrait bien comme régulateur. Et donc un CSA finalement des réseaux sociaux. Un CSA des réseaux sociaux, exactement. Et donc effectivement TikTok, qui est un peu le vilain petit canard que tout le monde montre du doigt, parce que c'est pratique aussi, pourrait être, je dirais, le ballon d'essai de cette stratégie. Merci beaucoup. Tariq Rim, tu restes avec moi. Estelle Prin également, vous restez pour la chronique de Tariq Rim. Et on va remercier Charles Thibault de l'Iris qui nous a permis de mieux comprendre un petit peu où on en était sur cette question des réseaux sociaux. On marque une petite pause et tout de suite on se retrouve pour découvrir un nouveau think tank. C'est la deuxième partie de Smart Tech qui démarre. On va découvrir avec Tariq Rim un nouveau think tank. Merci beaucoup Tariq de lancer Cybernetica aujourd'hui même, le jour de ta venue en plateau dans Smart Tech. Alors, tu nous dis que Cybernetica, c'est une réflexion sur cette nouvelle direction qu'on prend vers une nouvelle ère post-Internet. Qu'est-ce que tu appelles une ère post-Internet ? Alors, c'est cybernetica.fr, il faut le préciser, parce que c'est un site que je suis en train de lancer qui est à la fois un point personnel, c'est-à-dire que ça fait maintenant 40 ans que j'ai commencé ma première connexion sur le réseau et j'ai appris beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses. Et puis, à un moment donné, moi qui avais l'impression de savoir où le web allait, où la technologie allait, je ne comprenais plus rien. Et une des raisons pour laquelle je ne comprenais plus rien, c'est qu'en fait, le monde n'était plus plat et simple à comprendre. On n'était pas dans une logique où la technologie s'accroît sans limite. Soudain, il y a des tensions géopolitiques, il y a des tensions économiques, sociales. Moi, ce qui m'a fait basculer dans cet univers, c'est tristement les attentats du 13 novembre, puisque je découvre en fait que des groupes comme l'État islamique utilisent les mêmes techniques que Taylor Swift pour faire du recrutement sur les réseaux sociaux. Je commence à découvrir, en tirant la pelote, Cambridge Analytica, l'analyse psychométrique de tous les profils sur Facebook, que la doctrine guerre à masse, le fait que désormais la guerre hybride est entérinée. À ce moment-là, je me réintéresse au splinternet, qui est l'idée que l'Internet se fragmente. C'est un terme de 2001, parce que la Chine, n'oublions pas, se connecte en 94 à l'Internet et se déconnecte de l'Internet en 97, 3 ans après. Et donc, en fait... Mouvement suivi ensuite par la Russie. Mouvement suivi
pas là aussi, mais par 35 pays. Il y a 35 pays aujourd'hui qui sont déconnectés. J'ai fait une keynote au FIC cette année où j'abordais ce sujet un peu plus en détail. Je l'ai fait aussi à l'IHEDN il y a quelques semaines. Et donc, en fait, avec la guerre en Ukraine, et donc qui est devenu le nouveau terrain de jeu, il y a la guerre en Ukraine, mais aussi la guerre, ce qu'on appelle le Haut-Karabakh, la guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, où on utilise des drones, notamment des drones autonomes. En fait, je découvre que l'Internet commercial que j'ai vu naître, que j'ai aimé de tout mon cœur et sur lequel j'ai passé un temps important à pousser cette idéologie dans laquelle j'ai cru, cet Internet est en fait mort. Il est décédé, il est maintenant fragmenté, il est militarisé. C'est-à-dire l'Internet de tous les jours est un Internet sur lequel les technologies militaires sont utilisées, que ce soit pour la bataille des réseaux sociaux ou la bataille tout simplement comme on le voit en ce moment en Ukraine. Et que nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts mentalement. On l'a vu avec le Covid. Le Covid a réorganisé la géopolitique, mais a aussi réorganisé le commerce avec la question de la souveraineté numérique, une question que je défends depuis aussi une vingtaine d'années. Avec codesouverain.fr, par exemple. Exactement, mais avec tous les projets, tout ce qu'on a fait, les alertes pour le gouvernement quand j'étais au Conseil national du numérique, je me suis rendu compte en fait que à un moment donné, il fallait définir cet état de fait, définir en fait cette nouvelle réalité du monde. Il y a les taux d'intérêt qui sont désormais très élevés, ce qui fait que le financement de la technologie va coûter beaucoup plus cher. Il y a le problème de l'énergie. La crise en Ukraine montre que l'énergie a pris beaucoup de... On pense que le cloud va augmenter de 10 à 15%, rien qu'à cause de l'énergie. Il y a la question de l'eau, la question aussi de l'écologie. C'est à partir de là, on construit des data centers, mais on n'a plus du tout les moyens de construire ça. Et puis on a parlé évidemment de la guerre Chine-États-Unis, qui fait que désormais, le moteur de l'économie, à savoir les puces, se retrouve dans un petit endroit entre Taïwan et la Chine, qui devient le lieu de tous les dangers. Et donc effectivement, face à ça, on a des gouvernements qui sont plutôt... on va dire, en décalage, qui n'ont pas forcément anticipé ces questions. Et donc, je me suis dit, autant en profiter pour réfléchir. Alors, pas tout seul, avec un petit groupe de gens que j'ai soigneusement contactés, avec lesquels j'aime bien réfléchir, et définir quelles peuvent être les stratégies, quels peuvent être les scénarios dans cette nouvelle réalité de l'Internet. Eh bien, peut-être que Estelle Prin, qui est restée avec nous, consultante, fondatrice de l'Observatoire des semi-conducteurs, sera intéressée par cette initiative. Je précise que c'est également une maison d'édition. Oui, parce qu'à l'origine, Qu'est-ce que tu vas éditer comme livre ? Des livres sur l'histoire de l'Internet. Oui. Donc, repartir du passé pour comprendre où on en est aujourd'hui ? J'aime bien me dire qu'en fait, on est tout le temps dans le passé. Quand on l'a vu, toujours dans le passé, le présent et le futur. C'est sans comprendre le passé, on ne peut pas comprendre le présent, et sans comprendre ce qui se passe aujourd'hui, on ne peut pas anticiper le futur. Ce que se disait, c'était Orwell qui disait, celui qui contrôle le présent contrôle le futur. Et surtout, je pense qu'après 15 ans de réseaux sociaux, j'en avais un peu marre de me diluer. On publie tous les jours, tous ensemble, des choses sur les réseaux sociaux. Et le lendemain, on ne sait même plus ce qu'on a dit. On a une somme de connaissances comme ça qu'on a diluées. Et l'année dernière, j'avais commencé à faire une newsletter. J'adorais ça. Une newsletter un peu plus longue, comme des petits essais. Et un certain Elon Musk a racheté Twitter et a fermé le site de newsletter que j'utilisais, Review, qui était donc affilié à Twitter. C'était aussi pour ça que je l'avais pris par simplicité. Et donc, je me suis dit, plutôt que de faire une newsletter, un Substack, comme on dit, je vais écrire des essais et je vais aussi ouvrir mes 40 ans d'archives, parce que j'ai une collection assez dingue de choses, des débuts des années 80, des débuts des BBS, de la guerre froide, de l'espionnage numérique de la NSA. J'ai des documents qui datent de cette grande période, et les remettre en perspective avec tout ce qui se fait aujourd'hui, le cloud souverain, les nouvelles guerres technologiques, le futur de la guerre autonome, de l'IA, enfin tous ces sujets, l'autonomie cognitive, on en avait parlé. Et donc tu vas profiter de l'été pour compiler tout ça ? Ça va être un travail beaucoup plus long. Ouais. Et en tout cas, j'avais décidé à un moment donné de remettre ça en forme et d'utiliser l'écriture. Alors, je précise, sans ChatGPT. On va le préciser. Merci beaucoup, Tariq Sim. On suivra donc cette initiative cybernetica.fr ensemble. Merci beaucoup, Estelle Prin. On reste ensemble pour la dernière séquence. On va regarder où va le web. Alors, Eva va nous parler d'une certification universitaire qui est désormais délivrée sous forme de NFT.
Des diplômes en NFT, c'est le pari de l'Université Paris-Dauphine. Elle remet cette année aux étudiants du cursus Blockchain Finance décentralisée leur certificat de formation sous forme donc de jetons non fongibles. Un jeton qui leur garantit 2 choses, une preuve d'existence unique de la certification et surtout non piratable. Ce certificat, l'université l'a nommé Nifty Dauphine. Comme un diplôme classique, il met en valeur les compétences, les connaissances et les réalisations de chaque étudiant. Pour l'université, ce NFT est avant tout symbolique, mais il pourrait à terme intégrer progressivement des avantages, des accès à des conférences par exemple, et il n'est donc délivré pour le moment qu'à une seule classe, mais encore une fois, il pourrait s'étendre demain à tous les diplômes. Le directeur de la filière semble convaincu que l'ensemble des diplômes et relevés de notes seront bientôt sur la blockchain. L'Université Paris-Dauphine confirme ici et aujourd'hui son intérêt pour le Web3. C'était déjà la première université française à avoir lancé une formation continue en finance décentralisée. Le drop des 26 NFT Nifty Dauphine a eu lieu le 6 juillet. La remise physique des diplômes aura elle aussi tout de même bien lieu le 22 novembre prochain. C'était Smart Tech, c'est passé très vite. Merci à tous de nous suivre tous les jours. Estelle Prin, merci encore pour vos éclairages, consultante fondatrice de l'Observatoire des semi-conducteurs. Merci à Tariq, un pionnier du web qui vient de lancer une nouvelle initiative, cybernetica.fr. On se retrouve évidemment dès demain. La discussion sur la tech continue dans Smart Tech sur Bismart.